Clara ajuste les plis de sa robe empruntée, une création en soie bleue que sa voisine lui a gentiment prêtée pour l'occasion. Le tissu, bien qu'élégant, tire légèrement à la taille, lui rappelant cruellement qu'elle n'a plus les moyens de s'acheter une tenue convenable pour le mariage de sa propre sœur. Ses mains tremblent imperceptiblement, tandis qu'elle guide Léa, sa fille de 8 ans, vers les bancs de l'église Saint-Augustin. L'enfant porte sa plus belle robe, celle des grandes occasions. Mais Clara remarque avec un pincement au cœur que les ourlets commencent à être trop courts. L'église déborde de 200 invités élégants, un océan de costumes sur mesure et de robes de créateurs qui contrastent douloureusement avec leur modeste apparence. Clara sent les regards qui s'attardent sur elle, entend les murmures étouffés qui accompagnent leur passage. « C'est la sœur d'Amélie !» chuchote une femme coiffée d'un chapeau à plumes. « La pauvre, depuis qu'elle est veuve !» Léa tire discrètement la main de sa mère. « Maman, pourquoi tante Amélie nous regarde comme ça ?» Clara suit le regard de sa fille et croise celui d'Amélie, radieuse dans sa robe de mariée à 15 000 €. Au lieu du sourire chaleureux qu'elle espérait, elle ne voit qu'une expression froide, presque dédaigneuse. Son estomac se contracte. Quelque chose ne va pas. La cérémonie se déroule dans un faste impressionnant. Alexandre, le marié, semble nerveux mais heureux. Clara se surprend à l'observer. Grand, élégant, le regard intelligent. Un bon parti, comme dirait leur mère. Pendant l'échange des vœux, elle ne peut s'empêcher de repenser à son propre mariage. Si simple, si différent. Michel avait été un homme humble, un mécanicien au grand cœur qui l'aimait sincèrement. 3 ans déjà qu'il n'est plus là, emporté par cet accident stupide sur l'autoroute. « Tu pleures, maman ?» Léa la regarde avec inquiétude. « Ce sont des larmes de joie, ma chérie. » ment Clara, en essuyant discrètement ses yeux. La réception bat son plein dans le château, que les parents d'Alexandre ont loué pour l'occasion. Clara et Léa restent en retrait, grignotant timidement les petits fours servis par des serveurs en gants blancs. Clara reconnaît dans leurs gestes professionnels les siens propres. Elle qui sert dans un petit café du centre-ville connaît cette chorégraphie de l'hospitalité discrète. C'est alors qu'Amélie s'approche du micro pour son discours de remerciement. Son sourire brille de 1000 feux, mais Clara perçoit quelque chose de calculé dans son regard quand il se pose sur elle. « Mes chers amis, je voudrais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ce jour si spécial. Et bien sûr, je ne peux pas oublier ma famille. » Clara sourit, touchée malgré tout. Peut-être s'est-elle trompée sur les intentions de sa sœur. Voici ma sœur Clara, là-bas. Ma sœur veuve, une mère célibataire fauchée. Le silence tombe comme un couperet. Clara sent le sang se glacer dans ses veines. Autour d'elle, les conversations s'arrêtent net. Tous les regards convergent vers elle et Léa. L'humiliation la frappe comme une gifle publique, devant ces 200 personnes qui la dévisagent maintenant avec un mélange de pitié et de gêne. Mais le pire reste à venir. Sylvie, leur mère, s'approche du micro avec un petit rire cristallin. Quelqu'un veut la ramener chez lui? L'assemblée éclate de rire. Un rire cruel, moqueur, qui résonne dans tout le château. Clara voudrait disparaître, s'enfoncer dans le sol, épargner à Léa ce spectacle humiliant. Sa fille la regarde, les yeux emplis de larmes, ne comprenant pas pourquoi les adultes rient d'elle. Soudain, un silence de mort s'abat sur la salle. Alexandre s'est levé de sa chaise, son visage grave. Il traverse lentement la piste de danse, tous les regards rivés sur lui. Clara retient son souffle. Que va-t-il faire? S'associer à cette humiliation? Il s'arrête devant elle, s'agenouille à la hauteur de Léa et prend délicatement sa petite main dans la sienne. Ses yeux bleus, d'ordinaire si souriants, brillent d'une détermination farouche. Je les prends toutes les deux. Comment réagira la famille? Que signifient vraiment ces mots? Le silence qui suit la déclaration d'Alexandre semble s'étirer à l'infini. Clara sent son cœur battre si fort qu'elle craint qu'il n'explose dans sa poitrine. Léa, toujours accrochée à la main du marié, le regarde avec des yeux émerveillés, comme s'il venait de descendre du ciel. Puis, l'enfer se déchaîne. Amélie pousse un cri strident qui déchire l'air. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix monte dans les aigus, perdant toute l'élégance qu'elle affichait quelques instants plus tôt. Elle dévale les marches de l'estrade, sa traîne de dentelle s'emmêlant autour de ses chevilles, manquant de peu la faire chuter. Sylvie, leur mère,
devient écarlate. C'est une plaisanterie. Alexandre, voyons, ressaisissez-vous. Elle agite ses mains ornées de bagues clinquantes, tentant de rattraper une situation qui lui échappe complètement. Les invités murmurent entre eux, certains sortent leur téléphone pour immortaliser ce moment surréaliste. Clara voudrait fuir, mais ses jambes refusent de lui obéir. Elle reste plantée là, spectatrice impuissante de ce chaos qu'elle semble avoir déclenché malgré elle. Alexandre se redresse lentement, sans lâcher la main de Léa. Son regard balaye l'assemblée avant de se poser sur Amélie, avec une froideur qui fait frissonner Clara. « Je ne peux pas épouser une femme capable d'une telle cruauté », déclare-t-il d'une voix calme mais implacable. Humilier sa propre sœur devant 200 personnes. Quelle sorte de personne êtes-vous vraiment, Amélie ? Mais enfin, c'était juste une petite plaisanterie, proteste Amélie, des larmes de rage ruisselant sur son maquillage parfait. Tu ne peux pas me faire ça. Pas aujourd'hui. Pas devant tout le monde. Une plaisanterie ? Alexandre secoue la tête avec dégoût. Regardez cette petite fille. Regardez les larmes dans ses yeux. Vous trouvez ça drôle ? Il retire lentement son alliance, ce simple geste résonnant comme un glas dans le silence oppressant. Les invités retiennent leur souffle. Certaines femmes portent leurs mains à leur bouche, horrifiées par ce qu'elles voient. « Alexandre, non !» Amélie se jette vers lui, mais il recule d'un pas. « Je suis désolée, Amélie. J'ai découvert qui vous êtes vraiment, et ce n'est pas la femme que je pensais épouser. » Il pose l'alliance sur la table la plus proche et se tourne vers Clara. « Madame, puis-je vous raccompagner chez vous ? Vous et votre fille ne devriez pas rester ici plus longtemps. » Clara trouve enfin sa voix, bien qu'elle soit rauque d'émotion. « Ce n'est pas nécessaire. Nous allons partir. »« Maman, on s'en va ?» Léa tire sur sa robe, confuse par toute cette agitation. « Oui, ma chérie. On rentre à la maison. » Le trajet jusqu'à leur petit appartement se fait dans un brouillard. Clara conduit sa vieille Clio d'une main tremblante, l'esprit encore engourdi par le choc. Dans le rétroviseur, elle voit Léa qui fixe la route d'un air pensif. « Maman, pourquoi tante Amélie a dit que nous étions pauvres ?» Le cœur de Clara se brise un peu plus. Comment expliquer à une enfant de 8 ans la méchanceté gratuite des adultes ? Parfois, ma chérie, les gens disent des choses blessantes quand ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Mais toi, tu ne dis jamais de méchanceté. Clara gare la voiture devant leur immeuble modeste. C'est parce que maman a appris que les mots peuvent faire très mal. Plus mal qu'une gifle parfois. Une fois chez elle, Clara aide Léa à enlever sa belle robe et à enfiler son pyjama préféré, celui avec les petites étoiles. Elle borde sa fille avec une tendresse infinie, caressant ses cheveux blonds si semblables aux siens. « Je t'aime très fort, tu sais, » murmure-t-elle. « Moi aussi, maman. Et tu sais quoi ? Je trouve qu'on est riches, nous. On a de l'amour. » Ces mots d'enfant achèvent de briser le barrage que Clara avait érigé autour de ses émotions. Dès que Léa s'endort, elle s'effondre dans sa chambre, sanglotant toutes les larmes de son corps. 3 ans de douleurs refoulées remontent à la surface. La mort de Michel, les difficultés financières, la solitude, et maintenant cette humiliation publique. Elle pleure pour toutes ces fois où sa famille l'a fait se sentir invisible, inutile, inférieure. Elle pleure pour cette petite fille qui a dû entendre que sa maman était fauchée devant des étrangers. Elle pleure de honte, de colère, de tristesse mélangée. Le lendemain matin, les yeux gonflés mais déterminés, Clara prépare le petit déjeuner de Léa quand on frappe à la porte. Elle ouvre et découvre Amélie, encore en robe de mariée froissée, le maquillage défait par une nuit de larmes. « Clara, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Tu as détruit ma vie. Tu as tout orchestré pour me voler Alexandre. » L'accusation est si injuste que Clara sent une rage froide l'envahir. « Comment oses-tu ? J'ai été humiliée hier, pas toi. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'as jamais supporté que je réussisse mieux que toi. » Clara regarde sa sœur, vraiment la regarde. Elle voit soudain une femme pathétique, rongée par la vanité et l'égoïsme. Une révélation douloureuse mais libératrice s'impose à elle. Cette famille toxique ne changera jamais. Pour protéger Léa, pour se protéger elle-même, il faut qu'elle coupe définitivement les ponts. Mais comment reconstruire sa vie quand tout s'effondre autour d'elle ? 3 semaines ont passé depuis le mariage catastrophique. Clara contemple sa lettre de démission posée sur la table de la cuisine, ses mains tremblant légèrement.
Après 15 ans à servir des cafés et à essuyer des tables, elle s'apprête à franchir un pas dans l'inconnu qui la terrifie autant qu'il l'exalte. « Tu es sûre, maman ?» Léa, installée à ses devoirs, lève vers elle des yeux inquiets. L'enfant a développé une sensibilité particulière aux émotions de sa mère depuis les événements du mariage. « Oui, ma chérie, maman va créer son propre travail. » Le plan qui a germé dans son esprit semble fou. Transformer sa passion pour la cuisine en service de traiteur à domicile. Avec ses maigres économies, 2000 € péniblement mis de côté, elle compte acheter les ingrédients et le matériel nécessaire pour proposer des repas familiaux authentiques aux gens du quartier. L'idée lui est venue en regardant Léa déguster ses lasagnes maison. « Maman, tu cuisines mieux que tous les restaurants », avait déclaré sa fille avec cette sincérité désarmante de l'enfance. Ces mots avaient implanté une graine d'espoir dans le cœur meurtri de Clara. Le lendemain, elle arpente le marché local, choisissant avec soin des légumes de saison, de la viande fraîche, des herbes aromatiques. Chaque achat est calculé, pesé, réfléchi. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Pour la première fois depuis des années, elle sent renaître une étincelle de fierté. Elle ne subit plus sa vie, elle la construit. « Madame Clara, vous allez ouvrir un restaurant ?» s'enquiert Monsieur Dubois, le boucher qui la voit acheter des quantités inhabituelles. « Quelque chose comme ça », répond-elle avec un sourire timide mais déterminé. « Des plats familiaux à domicile, pour les gens qui n'ont plus le temps de cuisiner. » Excellente idée. Ma femme serait intéressée. Avec son nouveau travail, elle rentre épuisée. Ce premier contact la galvanise. De retour chez elle, Clara transforme sa petite cuisine en laboratoire culinaire. Léa devient son assistante officielle, lavant les légumes, goûtant les sauces, distribuant des prospectus dessinés à la main dans l'immeuble. Les premières commandes arrivent grâce au bouche à oreille. Madame Dubois, effectivement, puis sa voisine de palier qui élève seule 3 enfants, ensuite un jeune couple de cadres qui découvre ses talents via la pharmacienne du coin. Chaque plat livré est un petit triomphe, chaque compliment une victoire sur l'humiliation subie. Clara découvre une facette d'elle-même qu'elle ignorait, une femme d'affaires intuitive, capable de calculer ses coûts, d'organiser ses tournées, de fidéliser sa clientèle par son sourire sincère et ses mets savoureux. La femme invisible humiliée par sa famille laisse place à une entrepreneure respectée qui redresse fièrement les épaules. Un soir de septembre, alors qu'elle range sa cuisine après une journée particulièrement productive, on frappe doucement à sa porte. Clara ouvre et découvre Alexandre, un bouquet de marguerites blanches à la main. « Bonsoir Clara, j'espère que je ne vous dérange pas. » Son cœur s'emballe immédiatement, mélange troublant de reconnaissance et d'appréhension. « Bonsoir Alexandre. »« Non, vous ne me dérangez pas. » Il lui tend les fleurs avec une simplicité touchante. « Je voulais prendre de vos nouvelles. Depuis le mariage, je me faisais du souci pour vous et Léa. C'est très gentil de votre part. » Elle prend les fleurs, respirant leur parfum délicat. « Voulez-vous entrer ?» Il découvre l'appartement modeste mais impeccablement tenu, remarque les prospectus étalés sur la table, hume les délicieux arômes qui flottent encore dans l'air. « Vous avez monté votre entreprise ?» Son admiration est sincère. Un petit service de traiteur. Rien d'extraordinaire. Détrompez-vous. C'est courageux. Admirable. Léa arrive en courant du salon, ravie de revoir celui qu'elle considère déjà comme un héros. « Alexandre, tu viens goûter les cannelloni de maman ?» Il rit, touché par l'enthousiasme de l'enfant. « Avec plaisir, si votre maman est d'accord. » Pendant qu'il dîne, Alexandre raconte sa rupture définitive avec Amélie. Ses doutes sur son avenir, sa recherche d'authenticité dans un monde souvent superficiel. Clara l'écoute, troublée par cette vulnérabilité qu'il accepte de partager. « J'aimerais vous aider, » dit-il soudain, « pour distribuer vos prospectus, livrer vos plats, si vous voulez bien. » Clara hésite. Peut-elle faire confiance à cet homme qui a chamboulé sa vie ? Mais quelque chose dans son regard, une sincérité profonde mêlée à une gentillesse rare, fait vibrer une corde sensible dans son cœur. Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que vous méritez qu'on vous aide. Parce que vous êtes courageuse. Et parce que... Il s'interrompt, cherchant ses mots. Que cache cette hésitation soudaine ? Parce que j'admire votre force, achève finalement Alexandre, ses yeux bleus plongés dans ceux de Clara.
Peu de personnes auraient eu le courage de rebondir comme vous le faites. Les semaines qui suivent s'écoulent dans une douce routine qui réchauffe le cœur de Clara. Alexandre devient un pilier discret mais essentiel de leur quotidien. Chaque matin, il arrive avec des croissants frais pour le petit déjeuner de Léa, puis aide Clara à charger sa voiture pour les livraisons. Sa présence apporte une sérénité que Clara n'osait plus espérer. Elle apprend à le connaître au fil de leur conversation dans la voiture. Menuisier de formation, Alexandre a grandi avec une mère célibataire qui jonglait entre 3 emplois pour l'élever. Cette enfance modeste lui a enseigné la valeur du travail et l'importance de la dignité, des leçons qui résonnent profondément avec l'expérience de Clara. Ma mère me disait toujours « Peu importe ce que tu fais dans la vie, fais-le avec fierté », raconte-t-il en portant un plateau de lasagne vers l'immeuble des Martineaux. Elle nettoyait des bureaux la nuit, mais elle le faisait mieux que personne. Clara sourit, touchée par cette confidence. Léa a de la chance de vous avoir comme modèle maintenant. L'entreprise de Clara prospère au-delà de ses espérances les plus folles. Le bouche à oreille fonctionne admirablement, et elle doit même engager Madame Petit, une veuve du quartier, pour l'aider aux préparations. Voir ses économies grossir et sa confiance renaître procure à Clara une satisfaction profonde qu'elle n'avait jamais connue. Un dimanche après-midi, alors qu'Alexandre aide Léa à faire ses devoirs de mathématiques sur la table de la cuisine, l'enfant lève soudain la tête avec cette spontanéité qui la caractérise. « Alexandre, tu pourrais être mon nouveau papa ?» Le silence qui suit cette question innocente résonne comme un coup de tonnerre. Clara sent son souffle se couper, son cœur s'emballer dangereusement. Un flash violent traverse son esprit. Michel dans son cercueil, Léa qui pleurait en demandant quand papa allait revenir, les nuits où elle-même sanglotait en silence. Elle s'agrippe au rebord de l'évier, luttant contre la vague de panique qui déferle sur elle. Ses tempes battent si fort qu'elle craint de s'évanouir. La terreur de perdre à nouveau, de souffrir encore, de voir Léa souffrir, l'étreint comme un étau. « Léa, va donc chercher ton livre de lecture dans ta chambre », parvient-elle à articuler d'une voix étranglée. L'enfant obéit sans discuter, laissant les 2 adultes face à leurs troubles. Alexandre s'approche doucement de Clara, inquiet de la voir si pâle. « Clara, ça va ? J'ai besoin d'air. » Elle sort précipitamment sur le petit balcon, respirant à plein poumon l'air frais d'octobre. Alexandre la rejoint, respectant son silence, se contentant d'être là, présent sans être envahissant. « J'ai peur », avoue-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « J'ai peur de retomber amoureuse. J'ai peur de souffrir. J'ai peur pour Léa. Je comprends. Vraiment ? Ma mère aussi a eu peur. Après mon père qui nous avait abandonnés, elle a refusé tous les hommes pendant des années. Elle disait qu'elle ne voulait plus prendre le risque de me voir souffrir. » Clara le regarde, surprise par cette confidence. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensiez ? Que j'aurais préféré qu'elle tente sa chance, qu'elle méritait d'être heureuse. » Leurs regards se croisent, lourds de non-dits et d'espoir fragile. Clara sent quelque chose céder en elle, une carapace qui se fissure lentement. Le lendemain, lors d'une livraison dans un quartier qu'elle ne connaît pas bien, Clara découvre Alexandre dans un garage associatif, en train de fabriquer bénévolement des meubles pour des familles en difficulté. Il ponce avec patience une table destinée à une mère isolée avec 3 enfants, ses mains expertes caressant le bois avec une tendresse qui serre la gorge de Clara. Cette générosité discrète, cette bonté authentique la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle reste cachée derrière sa voiture, l'observant travailler, réalisant qu'elle tombe amoureuse de cet homme malgré toutes ses résistances. Mais la peur la tenaille encore. Trop de peur pour affronter ses sentiments. Elle redémarre sa voiture et s'enfuit, avant qu'il ne la voie, le cœur battant, emportant avec elle l'image de ses mains sur le bois et la certitude troublante qu'elle ne pourra plus ignorer ce qui grandit entre eux. Comment pourra-t-elle continuer à fuir ses propres sentiments ? 3 mois se sont écoulés depuis le mariage raté, et Clara commence enfin à retrouver une forme de paix intérieure quand le passé vient brutalement frapper à sa porte. Ce matin-là, alors qu'elle prépare ses dernières commandes avant Noël, Léa pousse un cri de joie en regardant par la fenêtre. « Maman, tante Amélie arrive !» Le sang de Clara se glace. Sa sœur remonte l'allée de leur petit immeuble d'un pas décidé, vêtue d'un manteau de cachemire noir qui doit coûter plus que le loyer mensuel de Clara.
Mais quelque chose a changé chez Amélie. Une alliance dorée brillait à son doigt, différente de celle qu'elle portait avec Alexandre. Clara ouvre la porte avec appréhension. Léa serrée contre elle. « Bonjour Amélie. » Clara. Sa sœur entre sans y être invitée, balayant du regard l'appartement modeste avec une moue dédaigneuse. « Il faut qu'on parle. Léa, va jouer dans ta chambre s'il te plaît. » Une fois seule, Amélie retire ses gants de cuir avec des gestes théâtraux. « Je me suis mariée la semaine dernière. Avec Philippe Dufresne, tu sais, le directeur de la banque régionale. » Clara reste silencieuse, devinant que le pire est à venir. Un homme merveilleux, mûr, établi, fortuné. Amélie marque une pause calculée. Contrairement à Alexandre. « Félicitations », répond Clara d'une voix neutre, bien qu'elle ressente un pincement étrange en entendant le nom d'Alexandre. Justement, parlons d'Alexandre. Le masque d'Amélie tombe soudain, révélant une rage froide. « Il faut que tu me le rendes. »« Pardon ? Ne joue pas l'innocente. Tout le quartier sait qu'il traîne chez toi depuis des semaines, qu'il vous aide, toi et ta fille. » Clara sent une colère familière monter en elle, cette même rage qui l'avait envahie le jour de l'humiliation. Alexandre fait ce qu'il veut, et moi aussi. Tu as toujours été jalouse de moi, éclate Amélie, son vernis de sophistication s'effritant. Déjà, quand nous étions petites, tu supportais mal que j'aie de meilleures notes, de plus jolies robes. Meilleures notes ? Clara laisse échapper un rire amer. Tu as redoublé 2 fois, et tes jolies robes, c'est moi qui les repassais parce que tu étais trop paresseuse. J'ai toujours mieux réussi que toi. Un mari plus beau, plus riche. Michel valait 1000 fois tes prétendants. Il m'aimait vraiment, lui. Le silence tombe entre elles. Lourde vérité enfin dite. Clara réalise soudain quelque chose de libérateur. Sa sœur n'a jamais aimé Alexandre. Elle voulait juste un mariage prestigieux, un faire-valoir social. Cette révélation dissout d'un coup la culpabilité qui rongeait Clara depuis des mois. « Tu n'as jamais aimé Alexandre », dit-elle doucement. « Tu voulais juste un beau mariage pour impressionner tes amis. » Amélie vacille, prise au dépôt. « Ce n'est pas vrai. » »« Si, c'est vrai. Et tu sais quoi ? Je ne me sens plus coupable de rien. Tu as eu ce que tu méritais. » Pour la première fois de sa vie, Clara voit sa sœur perdre contenance. Amélie recule vers la porte, son arrogance remplacée par quelque chose qui ressemble à de la panique. « Tu le regretteras, Clara. Tu finiras seule et amère, comme tu l'as toujours été. » Après son départ, Clara s'effondre sur son canapé, vidée mais étrangement soulagée. Cette confrontation a libéré quelque chose en elle, comme si un abcès venait enfin de crever. Le soir même, Alexandre arrive comme à son habitude avec les devoirs de Léa. Mais cette fois, Clara le regarde différemment. Débarrassée de sa culpabilité, elle peut enfin voir clair dans ses sentiments. « Clara, vous semblez différente ce soir. Amélie est venue me voir aujourd'hui. » Il se fige, une ombre passant sur son visage. « Ah, elle voulait que je vous rende, » dit Clara avec un sourire ironique. Alexandre s'approche d'elle, ses yeux bleus intensément fixés sur les siens. « Et qu'avez-vous répondu ? Que vous étiez libre de vos choix. » Il prend doucement ses mains dans les siennes. « Clara, il faut que vous sachiez, ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Amélie. Vous êtes... Alexandre, l'interrompt-elle, le cœur battant. J'ai besoin de temps, pour réfléchir, pour être sûre. » La déception passe furtivement dans son regard, mais il acquiesce avec sa patience habituelle. « Je comprends. Je ne vous presserai jamais. » Cette nuit-là, Léa surgit dans la chambre de sa mère avec un dessin. « Regarde maman, j'ai dessiné notre famille. » Sur le papier, 3 silhouettes se tiennent par la main devant une petite maison. Clara, Léa et Alexandre. Clara fond en larmes, submergée par un mélange d'amour, de peur et d'espoir. Sa fille a dessiné son rêve secret, celui qu'elle n'ose même pas s'avouer. Mais comment faire confiance à nouveau quand la vie vous a déjà brisé le cœur ? Février s'annonce avec ses froids matins et ses soirées courtes, mais dans le petit appartement de Clara, une chaleur nouvelle semble habiter chaque pièce. Les affaires prospèrent au point qu'elle envisage sérieusement de louer un local pour transformer son service de traiteur en véritable restaurant. Alexandre passe désormais presque toutes ses soirées avec elle, aidant Léa pour ses devoirs, tandis que Clara finalise ses comptes. Cette routine douce et apaisante
vole en éclats un jeudi soir, quand Sylvie, leur mère, débarque sans prévenir. Clara ouvre la porte et découvre cette femme qu'elle n'a pas revue depuis le mariage désastreux, impeccablement maquillée malgré ses 65 ans, scrutant l'appartement d'un œil évaluateur. « Maman », dit Clara surprise. « Qu'est-ce qui t'amène ? Je ne peux plus venir voir ma fille ?» Sylvie entre sans y être invitée, remarquant immédiatement Alexandre installé à la table avec Léa. Et voici donc le fameux Alexandre dont tout le monde parle. Clara sent son estomac se contracter. La façon dont sa mère dévisage Alexandre, avec cette expression calculatrice qu'elle connaît si bien, ne présage rien de bon. « Bonsoir madame », répond poliment Alexandre en se levant. « Clara m'a beaucoup parlé de vous. »« J'en suis sûre », susurre Sylvie avec un sourire factice. « Dites-moi, Alexandre, vous travaillez dans quoi exactement ? » « Je suis menuisier. J'ai mon propre atelier. »« Menuisier !» Sylvie bat des mains comme si elle venait d'entendre la chose la plus charmante du monde. Comme c'est artisanal, et vous gagnez correctement votre vie ? Clara rougit de honte pour sa mère, mais Alexandre répond avec une dignité tranquille, suffisamment pour vivre honnêtement. Excellent. Clara a besoin d'un bon parti, vous savez. Une veuve avec un enfant, ce n'est pas évident à placer. Le mot « placer » résonne dans la pièce comme une gifle. Clara voit Alexandre tressaillir légèrement, et quelque chose se brise en elle. Devant cet homme qui la respecte et l'admire, sa mère la ravale au rang d'un objet à écouler. « Maman, ça suffit. »« Quoi ? Je dis juste qu'Alexandre semble être un homme bien pour toi. »« Un bon père pour Léa aussi, n'est-ce pas, ma chérie ?» Elle se tourne vers l'enfant qui observe la scène sans comprendre. Clara sent ses épaules s'affaisser malgré elle, cette posture de soumission qu'elle adopte instinctivement face à l'autorité maternelle. Alexandre le remarque et quelque chose change dans son regard, une tristesse profonde mêlée à une détermination nouvelle. « Madame, » dit-il doucement mais fermement, « Clara n'est pas un fardeau à placer. C'est la femme la plus courageuse et la plus digne que je connaisse. » Sylvie éclate d'un rire cristallin. « Courageuse ? Ma pauvre Clara ? Mais enfin, regardez-la. Elle s'est toujours contentée du minimum, cette petite. Jamais d'ambition, jamais d'éclat. »« Maman, arrête !» murmure Clara, la voix brisée. « Du minimum ?» Alexandre se lève, ses yeux bleus flamboyants. Cette femme a monté une entreprise florissante avec 2000 €. Elle élève seule une enfant merveilleuse. Elle cuisine comme un chef et traite chaque client avec un respect que vous ne montrez même pas à votre propre fille. Le silence qui suit est assourdissant. Sylvie, pour une fois, reste bouche bée face à quelqu'un qui ose lui tenir tête. Clara, elle, se recroqueville comme une enfant blessée, submergée par des décennies d'humiliation refoulée. « Léa, va donc prendre ton bain », dit Alexandre doucement. L'enfant obéit instinctivement, sentant l'attention des adultes. Dès qu'elles sont seules, Sylvie retrouve sa superbe. « Vous ne me connaissez pas, jeune homme. Clara a toujours eu besoin qu'on la guide. Sans moi, elle n'aurait jamais rien fait de sa vie. »« C'est faux, » réplique Alexandre. « Vous l'avez juste habituée à douter d'elle-même. » Après le départ orageux de Sylvie, Clara s'effondre dans les bras d'Alexandre, sanglotant comme une enfant. Toutes les blessures d'une vie de mépris familial remontent à la surface. Les comparaisons constantes avec Amélie, les critiques déguisées en conseils, cette façon de la diminuer en permanence. « Je suis désolée », hoquette-t-elle. « Désolée que vous ayez vu ça. Ne vous excusez jamais d'avoir été blessée, » murmure-t-il en caressant ses cheveux. « Vous êtes extraordinaire, Clara. Extraordinaire. » Cette nuit-là, pour la première fois, elle lui raconte tout. Son mariage arrangé à 22 ans avec Michel, homme bon mais choisi par ses parents, la mort brutale de son époux, les années de galère financière, la solitude écrasante. Alexandre l'écoute, la serrant contre lui, tandis qu'elle libère des années de douleur silencieuse. « Mon père aussi nous a abandonnés », confie-t-il à son tour. « Ma mère disait toujours que certaines personnes sont des poisonneuses d'âme. Il faut savoir s'en protéger. » C'est alors que Léa apparaît dans l'embrasure, en pyjama. « Vous vous aimez, non ?» Cette question si simple, si directe, les fait sourire à travers leurs larmes. Mais Clara saura-t-elle enfin s'autoriser à être heureuse ? Mars arrive avec ses promesses de renouveau, et Clara sent effectivement sa vie se transformer de façon miraculeuse. Alexandre et elle ont officialisé leur relation lors d'un dîner simple mais émouvant, où Léa a applaudi en criant «
enfin, avec cette spontanéité qui les fait fondre de tendresse. Papa Alexandre, comme l'appelle désormais Léa, est devenu un pilier de leur quotidien. Il accompagne l'enfant à l'école le matin, partage leurs repas le soir, et le week-end, tous trois explorent les marchés à la recherche de nouveaux produits pour l'entreprise florissante de Clara. Car les affaires dépassent toutes les espérances. Clara vient de signer le bail d'un petit local rue de la Paix, un ancien café qu'Alexandre rénove avec ses mains expertes. Voir naître leur projet commun procure à Clara une joie profonde qu'elle n'osait plus espérer. Chaque mur repeint, chaque étagère installée représente un pas de plus vers l'indépendance totale. « Regarde maman », s'extasie Léa en découvrant la nouvelle enseigne qu'Alexandre vient de fixer. « Restaurant Clara ! Ton nom en grand !» Clara contemple cette devanture modeste mais élégante, son cœur gonflé de fierté. De serveuse humiliée à propriétaire respecté, le chemin parcouru lui donne parfois le vertige. Un soir, alors qu'Alexandre termine de poncer le comptoir et que Léa dessine des menus imaginaires, Clara range de vieux documents de son compagnon dans le bureau improvisé. Sa main tombe sur une enveloppe jaurie portant son nom d'une écriture féminine qu'elle reconnaît immédiatement, celle d'Amélie. Son sang se glace. Cette lettre date de l'année précédant le mariage raté. Malgré sa conscience qui lui crie de ne pas l'ouvrir, Clara ne peut résister à la curiosité morbide qui l'envahit. « Alexandre, tu m'étonnes de plus en plus. Contrairement à ce que je pensais au début, tu es beaucoup plus intéressant que tu ne le paraissais. Nos conversations me révèlent une profondeur que je n'avais pas soupçonnée. J'ai hâte que nous soyons mariés pour vraiment apprendre à nous connaître. » Les mots dansent devant ses yeux. Alexandre était donc bien attiré par Amélie au début? Cette découverte lui lacère le cœur avec une violence qu'elle ne s'attendait pas. Toutes ses anciennes peurs ressurgissent d'un coup. Et s'il ne l'aimait que par dépit? Et si elle n'était qu'un refuge après sa déception? « Clara, ça va ?» Alexandre apparaît dans l'encadrement, remarquant immédiatement sa pâleur. « Oui, juste fatiguée. » Elle cache précipitamment la lettre, mais le poison du doute s'est déjà insinué dans ses veines. Le reste de la soirée se déroule dans un brouillard étrange. Elle observe Alexandre avec Léa, guettant des signes de feinte, de comédie, mais ne voit que la tendresse authentique qu'elle connaît. Les jours suivants, Clara devient distante malgré elle. Elle répond par monosyllabes, évite les contacts physiques, se mure dans un silence qui inquiète Alexandre sans qu'il en comprenne la cause. « Maman, tu es triste ?» s'inquiète Léa un matin. « Non, ma chérie. Maman réfléchit juste beaucoup pour le restaurant. Mais Alexandre aussi, il est triste. Vous vous êtes disputés ? » Cette perspicacité enfantine achève de briser le cœur de Clara. Comment expliquer à une petite fille de 8 ans que l'amour des adultes peut être si compliqué, si fragile? Alexandre tente plusieurs fois d'aborder le sujet. Mais Clara esquive avec des excuses sur le travail, les préparatifs, la fatigue. Elle le voit chercher ses mots, tendre la main vers elle avant de se raviser, et cette douleur muette dans ses yeux la désespère autant qu'elle la conforte dans sa méfiance. Un soir, n'y tenant plus, il la confronte directement. « Clara, que se passe-t-il ? Depuis 1 semaine, vous me fuyez. J'ai fait quelque chose de mal ? Non, rien du tout. Alors pourquoi cette distance ? Cette froideur ? » Elle le regarde, cet homme qu'elle aime désespérément et en qui elle n'arrive plus à avoir confiance. Les mots se bousculent dans sa gorge, mais elle ne parvient pas à les prononcer. Comment avouer qu'elle a fouillé dans ses affaires ? Comment exprimer cette peur viscérale d'être un second choix ? « J'ai juste besoin de me concentrer sur le restaurant, » ment-elle. Alexandre acquiesce, mais elle voit bien qu'il ne la croit pas. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Clara fixe le plafond en se demandant si elle n'est pas en train de détruire de ses propres mains le plus beau cadeau que la vie lui ait jamais fait. Mais comment faire confiance quand on a déjà tant souffert ? 10 jours s'écoulent dans cette atmosphère pesante, quand Amélie débarque un matin au restaurant en cours de rénovation. Clara peint les murs de la salle, tandis qu'Alexandre ponce les tables en bois massif qu'il a créées de ses mains. L'harmonie de leur travail commun contraste cruellement avec la tension qui règne entre eux depuis la découverte de la lettre. « Tiens donc !» lance Amélie d'une voix suave en pénétrant dans le local. Le petit couple joue à la dinette. Clara pose son pinceau, le cœur battant. Sa sœur porte un tailleur Chanel et arbore un sourire de prédateur qui ne présage rien de bon. « Qu'est-ce que tu veux, Amélie ?»
Juste voir comment se porte ma petite sœur. Son regard balaye la salle avec un mépris théâtral. C'est rustique. Alexandre lève les yeux de son travail, la mâchoire contractée. Bonjour Amélie. Alexandre, mon cher ex-fiancé, comment allez-vous? Très bien, et vous semblez épanoui dans votre nouveau mariage. Oh, Philippe me comble, roucoule-t-elle. Mais j'imagine que Clara aussi vous comble. Le sous-entendu venimeux fait rougir Clara. Amélie, si tu n'as rien d'important à dire. Justement si. Sa sœur sort de son sac une enveloppe froissée que Clara reconnaît avec horreur. Sa propre lettre. J'ai trouvé ceci dans mes affaires. Il semblerait que quelqu'un ait fouillé dans la correspondance d'Alexandre. Clara sent le sol se dérober sous ses pieds. Alexandre la regarde, incrédule, comprenant enfin l'origine de sa froideur récente. « Tu l'as lu », dit-il d'une voix blanche. « Oui », avoue Clara, la honte lui brûlant les joues. « Parfait », s'exclame Amélie, savourant son triomphe. « Alors tu sais qu'Alexandre me trouvait plus intéressante que je ne le paraissais. Touchant, n'est-ce pas ?» Chaque mot transperce Clara comme une lame. Alexandre se lève brusquement, renversant son tabouret. « Amélie, sortez d'ici, immédiatement. » Pourquoi ? Clara mérite de connaître la vérité. Tu étais bien épris de moi au début, avoue-le. Oui, explose Alexandre bout de nerfs. Oui, j'ai été séduit par votre charme au début. Vous étiez belle, spirituelle, en surface. Mais j'ai vite découvert qui vous étiez vraiment. Clara recule, dévastée par cet aveu. Même si elle s'y attendait, l'entendre la déchire. « J'allais rompre le matin même du mariage, Clara, » continue Alexandre, la voix brisée. « Votre humiliation n'a fait que précipiter une décision déjà prise. Mais vous connaître m'a montré ce qu'était le véritable amour. Comment puis-je te croire ?» Clara éclate en sanglots, toute sa douleur remontant à la surface. Comment savoir si je ne suis pas juste un refuge après ta déception ? Parce que chaque jour passé avec vous me rend meilleur. Parce que votre courage m'inspire. Parce que je ne peux plus faire confiance à personne. Hurle Clara, la rage et la douleur mélangées. Plus jamais ! Dans sa fureur, elle renverse un pot de peinture qui s'écrase au sol, éclaboussant tout. Léa, qui revenait de l'école, apparaît sur le seuil et éclate en sanglots en voyant sa mère dans cet état. « Maman !» Clara réalise soudain qu'elle traumatise sa fille, qu'elle reproduit les schémas toxiques de sa propre famille. Cette prise de conscience la calme instantanément. « Alexandre, partez !» dit-elle d'une voix cassée. « S'il vous plaît. » Il la regarde longuement, les yeux brillants de larmes retenues. « Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que je veux. » Après leur départ à tous deux, Clara s'effondre au milieu de la peinture renversée, serrant Léa contre elle. Sa fille pleure sans comprendre pourquoi son monde parfait vient de s'écrouler. Cette nuit-là, Clara ne dort pas. Elle repense à ces mois de bonheur, à la tendresse d'Alexandre, à ses gestes spontanés de protection et d'amour. Peut-on feindre tant d'authenticité ? Peut-on simuler cette façon qu'il a de regarder Léa, cette patience infinie, cette admiration sincère pour ses propres réussites? Au petit matin, épuisée mais lucide, Clara comprend que la vérité n'est pas dans cette lettre écrite avant qu'ils ne se connaissent vraiment. La vérité, ce sont ces mois vécus ensemble, ces gestes quotidiens, ces conversations profondes, cette construction commune d'un avenir. Elle a le choix, vivre dans la peur du passé ou faire confiance à l'homme qu'Alexandre est devenu, à l'amour qu'ils ont construit ensemble. Mais aura-t-elle le courage de le reconquérir après l'avoir blessé si profondément ? Clara se réveille avant l'aube, le cœur lourd mais l'esprit enfin clair. Assise à sa table de cuisine, elle contemple la photo de Michel qu'elle garde depuis 3 ans. Pour la première fois, au lieu de douleur, elle ressent une douce gratitude pour le bonheur qu'il lui a donné et une paix profonde à l'idée de tourner cette page. Papa Michel aurait aimé Alexandre, murmure Léa en la rejoignant, encore en pyjama. Cette sagesse enfantine achève de convaincre Clara. Elle prend sa fille dans ses bras. « Tu as raison, ma chérie. Papa aurait voulu qu'on soit heureuse. » 1 heure plus tard, Clara frappe à la porte de l'atelier d'Alexandre. Il ouvre, les yeux cernés, le visage marqué par une nuit blanche. Leurs regards se croisent, lourds d'amour et de souffrance mêlée.
Alexandre, commence-t-elle d'une voix tremblante, je ne vous demande pas d'effacer votre passé. Nous en avons tous un. Mais promettez-moi notre avenir. Il la regarde longuement, comme s'il n'osait croire à ce qu'il entend. Clara, êtes-vous sûre ? J'ai appris quelque chose cette nuit. L'amour véritable, ce n'est pas l'absence de doute. C'est le choix quotidien de faire confiance malgré nos peurs. Sans un mot, il la prend dans ses bras. Et Clara sent enfin fondre cette carapace de méfiance qui l'emprisonnait. 6 mois plus tard, leur mariage se déroule dans le jardin de leur nouvelle maison, modeste mais lumineuse, achetée grâce aux bénéfices du restaurant qui cartonne. 50 invités seulement, de vrais amis, des clients devenus proches, des voisins qui les ont soutenus. Aucun membre de la famille de Clara, par son choix délibéré. Léa, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, porte les alliances avec une fierté touchante. « Maman est la plus belle mariée du monde », chuchote-t-elle à Alexandre, qui acquiesce en souriant. Mais Clara a pris une décision surprenante. Elle a invité Amélie. Sa sœur arrive seule, plus fragile qu'elle ne l'a jamais vue. Le vernis de sophistication s'est fissuré, révélant une femme fatiguée, vieillie prématurément par l'amertume. « Clara », murmure-t-elle, les yeux humides. « Je te demande pardon, pour tout. » Clara la regarde avec compassion, sans rancune. « Je te pardonne, Amélie, parce que ta douleur m'a finalement menée vers mon bonheur. Mais nos chemins se séparent ici. » Pour la première fois de sa vie, Amélie montre une vulnérabilité authentique. « J'ai toujours été jalouse de toi. Tu avais cette force intérieure que je n'ai jamais possédée, cette capacité à être aimée pour ce que tu es vraiment. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer soi-même, » répond Clara avec douceur. Lors de l'échange des vœux, Clara pleure tellement d'émotion qu'elle ne parvient pas à parler. Alexandre essuie tendrement ses larmes. « Vos larmes aussi sont belles, Clara. Elles disent ce que les mots ne peuvent exprimer. »« Alexandre, réussit-elle enfin à articuler, vous m'avez appris que la force véritable n'est pas de survivre aux coups, mais de choisir d'aimer encore après avoir été blessée. » 1 an plus tard, Clara berce leur nouveau-né tandis que Léa et Alexandre préparent le dîner dans leur cuisine. Par la fenêtre, elle aperçoit l'enseigne du restaurant qui brille sous le soleil couchant. Chez Clara, cuisine du cœur, de serveuses humiliées à femmes d'affaires respectées, de veuves brisées à épouses épanouies, de mère inquiète à modèle de force pour sa fille, Clara a reconstruit sa vie pierre par pierre. Elle a appris que l'amour authentique ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans la volonté de les surmonter ensemble. Sur le réfrigérateur, une carte de félicitations d'Amélie pour la naissance du bébé. Clara sourit en la regardant, puis la range sans amertume. Elle a choisi la paix plutôt que la rancune, l'amour plutôt que la peur. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» demande Alexandre en s'approchant. « La vie », répond-elle simplement. « Cette belle vie que nous avons construite. » Dans ses bras, le bébé gazouille comme s'il approuvait. Clara ferme les yeux, le cœur rempli d'une gratitude infinie pour ce bonheur qu'elle a eu le courage de saisir. Parfois, il faut perdre tout pour découvrir que le plus beau des cadeaux, c'est la force qui sommeille en nous. Talking about ice cream, I needed to smelt iron and make a new pick. Have you tried Takis with cream cheese? Yes. I've tried basically every Taki combo. I love Takis. Unironically, fries and ice cream is peak, more specifically, Macca's fries. Ooh. I like, it's like dipping your fries in a milkshake. I think that is very normal. Lots of people do that. Wow, I have a lot of iron. So a Taki, I think it is actually spelled like this. I don't think it is spelled like this. I literally have a bag in my room right now. Yeah, it's there's a bag sitting over there. It's spelled T-A-K-I. And they are like little corn rolls that are covered in like chili powder. And they're chili lime, chili limon. I know that, but I've never had it. They do slap. They're so good. And there's so many good combos with them. Because I have a really bad spice tolerance, so I like combining it with stuff like ice cream
is a good one. Cream cheese is a good one, like things that make it a little less spicy. I had Takis for the first time last week, nacho cheese flavor. I've never tried that. I've only tried the chili limon. Kind of boring. The flavor was meh and no spice. Oh, the spice is the good part. And I like the lime flavor too. I've only had the purple bag ones. Yeah, I think that those are the like classic flavor. The purple is. Only had the blue flavor. That flavor always scares me. I was like, what makes it blue? That's kind of concerning. Oh, whoops. I tried getting too smart and I messed it up. There'd be some sort of sweet and savory treat out there. Wait, sorry. Can I read? Can I literally read? There'd be some sort of sweet and savory treat out there. What is wrong with me? There wouldn't be. There wouldn't be? Treat out there wouldn't be. I literally have no idea what you're trying to say. I am so sorry. There'd be some sort of sweet and savory treat out there, wouldn't there be? Wouldn't there be? Got it. Wouldn't there be? Ellie, English is tough today. You would think I've literally never spoke English a day in my life sometimes. Like, it's so bad. Like, a question. Okay, I got there eventually. Sorry, I don't know what just happened. Literally just buffered. That was so silly. Okay, anyway. But yes, I agree with you. I agree. There wouldn't be. There wouldn't be. Wouldn't there be? I should get a water bucket. You know what? Cave diving incident video. Hello? This is literally Nutty Putty. Whoa. Hey, little guy. No, don't go down there, my children. Don't bring the diamond boys to the cave. But how do I make them stay somewhere? Do I just like put them in a hole? Yeah, I'm very afraid of them dying. But I don't know how to get them to stay. Oh, girl, I don't have leads. I don't have leads. I could build them a little. I don't want to put them back in a cage, though. I could. And just tell them that they won't be in there for very long. Here, let me build them a little nice little house. Make it a pretty cage. Okay, yeah. What you need is a house. Wait, let me build a little house right